Alors maintenant, on va parler de la représentation matricielle d'une application linéaire. Alors qui dit application linéaire dit nécessairement espace vectoriel. Alors d'abord on va prendre un espace vectoriel E de départ dont la dimension est égale à P, donc E est bien de dimension finie, et puis on va prendre F, un espace vectoriel d'arrivée dont la dimension est égale à N. N n'est pas forcément égal à P, donc ça veut dire que E et F ne sont pas nécessairement isomorphes, on a vu les définitions précédemment, et puis on s'en fiche complètement que P soit plus grand ou plus petit que N, vraiment ça n'a aucune importance. Et puis on va prendre F, une application linéaire de E dans F. Bon jusque là rien de nouveau sous le soleil. Moi, si jamais on le représente schématiquement avec des sacs à patates, ça donne ça. Mais là on va ajouter quelque chose de très important, c'est qu'on va préciser une base de E et une base de F. Alors d'abord pour E, étant donné qu'il est de dimension P, nécessairement n'importe quelle base de E, il y a P vecteur. Cette base on décide de l'appeler B, il y a bien P vecteur à l'intérieur, normal puisque la dimension de E est égale à P. Et puis on va aussi introduire une base de F. Et puis comme F est de dimension N, dans n'importe quelle base de F, on sait qu'il va y avoir N vecteurs. Donc cette base on décide de l'appeler B', on a E1', E2' jusqu'à En'. Attention, tous les vecteurs qui sont ici n'ont rien à voir avec les vecteurs qui sont au-dessus, ça ne sont pas du tout les mêmes, même si au niveau de l'écriture ils se ressemblent un petit peu là. Les primes qu'on a mis ici, c'est pour bien les distinguer de ceux qui sont au-dessus. Ça n'est absolument pas la dérivée des vecteurs qui sont au-dessus, ça n'a rien à voir, c'est juste une notation. On aurait très bien pu les nommer M1, M2 jusqu'à Mn si vous voulez. C'est vraiment juste une histoire de notation. Ça c'est une base de E, ça c'est une base de F. Et là nous, ce qui va vraiment beaucoup nous intéresser, ce sont ces vecteurs. C'est la base de E qu'on a exhibée ici. Tous ces vecteurs là, E1, E2 jusqu'à EP. Ce sont sur ces vecteurs qu'il faut en premier lieu braquer notre attention si on veut comprendre fondamentalement ce que c'est que la représentation matricielle d'une application linéaire petit f. Alors cette famille de vecteurs, E1, E2 jusqu'à EP, étant donné qu'ils forment une base de E, mais ça veut dire que c'est une famille libre et génératrice de vecteurs de E. Et donc par définition, tout ça, ce sont des vecteurs qui sont dans E, nécessairement. Voilà, on en représente quelques-uns ici, E1, E2, etc. jusqu'à EP. Et maintenant, la deuxième chose qui va nous intéresser, c'est l'image par F de ces fameux vecteurs qui seront nécessairement dans grand F. Par exemple, F de E1 sera nécessairement dans grand F. Voilà, par exemple, F de E1 est ici, on est parti de E1, on a appliqué F à E1, on atterrit bien ici, c'est-à-dire qu'on atterrit sur un vecteur de grand F, puisque par définition, tous les éléments là de grand F, ce sont des vecteurs de grand F. Donc ça, F de 1, c'est un vecteur de grand F. Mais le truc, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour tous les vecteurs de la base B de E, là, E1, E2 jusqu'à EP. On va aussi le faire pour E2, on atterrit donc bien sûr sur F de E2, c'est-à-dire l'image par F du vecteur E2. Remarquez qu'on est bien dans grand F, nécessairement, etc. On va pas tous les représenter, mais là, bien sûr, vous aurez F de E3, F de E4, etc. Et puis le dernier, c'est-à-dire F de EP. Voilà, et maintenant, troisième étape, ce qui va nous intéresser fondamentalement, ce sont ces nouveaux vecteurs, f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP. Et oui, pourquoi? On l'a déjà vu dans une vidéo précédente, où on avait bien dit que lorsqu'on considérait une base d'un espace vectoriel de départ, ici c'est bien ce qu'on a fait, on a considéré B, la base E1, E2, etc. jusqu'à EP, une base de E, donc c'est une base de l'espace vectoriel de départ, et bien si jamais on considérait cette base-là de grand E, et qu'on considérait une application linéaire qui partait de E et qui atterrissait dans un espace vectoriel quelconque, on s'en fiche un petit peu que ce soit F là, ce qu'on avait dit c'est que l'application F là, elle était parfaitement définie justement par ces vecteurs f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP. C'est ça qui est fondamental. C'est que si jamais on connaît f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP, alors on aura défini parfaitement notre application linéaire. Pour résumer, si jamais E1, E2, etc. jusqu'à EP forment une base de votre espace vectoriel de départ, si jamais vous connaissez f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP, qui sont eux des vecteurs de l'espace vectoriel d'arrivée, si jamais vous connaissez tous ces vecteurs, c'est-à-dire en fait l'image de chacun des vecteurs de la base de votre espace vectoriel de départ, ça c'est bien l'image de E1, ça c'est l'image de E2, ça c'est l'image de EP, si jamais vous connaissez tous ces vecteurs-là, alors vous avez une définition pure et parfaite de f. Alors vous avez une définition pure et parfaite de f. Voilà, les vecteurs qui vont nous intéresser fondamentalement maintenant, ce sont ceux-là, f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP. Or, le truc, c'est que tous ces vecteurs, ce sont des vecteurs de grand F. Et si jamais ce sont des vecteurs de grand F,
mais ça veut dire qu'on peut les décomposer dans la base B'. Eh oui. Alors on va faire un petit rappel là-dessus quand même. On va effacer les données qui sont ici, qu'on a bien en tête. Imaginez un instant que grand F, votre espace vectoriel d'arrivée, ce soit R carré. C'est-à-dire que la dimension de F, c'est-à-dire petit n là, soit égale à 2. La dimension de F ici est égale à 2. Pas de problème. Et puis on va considérer une base de grand F, E1', E2'. Voilà, comme ceci. E1', E2' forme bien une base de grand F. Pas de problème, c'est bien une famille libre et génératrice. Ce sont bien deux vecteurs du plan non collinéaires et non nuls. Et le truc, on l'a déjà vu précédemment, c'est qu'on peut décomposer n'importe quel vecteur de grand F dans cette base. Par exemple, imaginons qu'on considère le vecteur x qui est ici. Il n'y a pas de problème, c'est un vecteur du plan. Mais comment est-ce qu'on peut l'écrire par rapport à E1' et E2'? Eh bien, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire de E1' et E2'. Et oui, parce que x, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est en fait deux fois E1', vous voyez on avance ici de 2 unités, et puis ensuite c'est E2' une fois et peut-être 1,5 fois, voilà. Voilà, le vecteur x qui est ici, c'est 2 fois E1' plus 1,5 fois E2'. Mais là, ce qui est fondamental, c'est le 2 et le 1,5 qui sont ici. Parce que ces nombres qui sont là, ce sont les coordonnées de x dans la base E1', E2'. Et ouais, c'est logique, c'est la même logique si vous voulez qu'une carte. Imaginez que votre point 0 là, c'est ce truc-là, et vous êtes juste ici. Et vous avez ici une unité de longueur, et là une autre unité de longueur. Ici c'est par rapport à ouest-est, et là c'est sud-nord. Bon, et ben si jamais vous êtes au point qui est ici, vous dites, bah voilà, sur cette ligne-là, je suis à 2 unités, et puis au niveau de la hauteur, là, je suis à 1,5 unités. Ben, vous aurez fourni exactement vos coordonnées. C'est ça la définition des coordonnées. 2 et 1,5, ce sont les coordonnées de x, mais dans cette base, bien sûr. Imaginons qu'au lieu de ce E1', j'avais pris un E1' qui allait dans cette direction, nécessairement, j'aurais dû changer les coordonnées de x. Mais ça, c'est pas très important, on le verra en deuxième année. En tout cas, là, ce qui est fondamental, c'est que ici et là, on a les coordonnées de x dans cette base. C'est 2 et 1,5. Et le truc, c'est qu'on se dit, bon, cette écriture-là, on la comprend, il n'y a pas de problème, mais on pourrait la simplifier, entre guillemets. Parce qu'en fait, si l'énoncé est parfaitement clair, on sait qu'on travaille dans f, et on sait qu'on travaille avec cette base. Donc ce qui nous intéresse vraiment fondamentalement à la moelle, c'est ça, ce sont les coordonnées de x. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va référencer ces coordonnées. On va les ranger si vous voulez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ranger en colonnes. Et voilà, on va les ranger comme ça, dans l'ordre d'apparition. C'est-à-dire que là d'abord, on donne la coordonnée de x par rapport à E1', et ici vous avez la coordonnée de x par rapport à E2'. Et ça, on dira que c'est le vecteur x dans la base B'. Et on le notera si vous voulez grand X, la matrice colonne, et oui c'est une matrice colonne, avec ici la coordonnée de petit x par rapport à E1', et ici la coordonnée de petit x par rapport à E2'. C'est comme ça qu'il faut le lire, vraiment. Là vous avez la coordonnée par rapport au premier vecteur de votre base, et là la coordonnée par rapport au deuxième vecteur de votre base. Mais bien évidemment, si on était en dimension 3, 4, 5 ou n, on aurait beaucoup plus de lignes. Alors on aurait toujours une seule colonne parce qu'on a un seul vecteur, mais si on était avec une dimension beaucoup plus grande, là en fait dans B', on aurait E1', E2', etc. jusqu'à En'. Là nécessairement on aurait eu beaucoup plus de lignes, on aurait eu E1', E2', etc. jusqu'à En', et il aurait fallu qu'on indique toutes les coordonnées de petit x par rapport à tous les EI'. Ok, ça il faut vraiment bien l'avoir en tête, parce que là c'est exactement cette logique qui est à l'œuvre. Et pourquoi? Parce que là, par exemple, f de E1, comme on l'a dit, c'est un vecteur de f, exactement tout comme x qui est ici, c'est un vecteur de f. Donc là, il faut s'imaginer, c'est exactement comme si f de E1 prenait la place de notre petit x. Et oui, puisque f de E1, c'est bien un vecteur de grand f, exactement comme tout à l'heure, petit x était un vecteur de grand f, on peut très bien décomposer ce vecteur f de E1 dans la base B'. Ici, c'est pour l'exemple en dimension 2 pour bien se familiariser avec l'idée. Et là, du coup, cette colonne représente les coordonnées de f de E1 par rapport à E1' et E2'. Alors maintenant, on peut très bien enlever le nom de grand X, puisque c'est plus vraiment grand X, c'est plutôt le vecteur f de E1 si vous voulez. Mais c'est bien une matrice colonne. C'est-à-dire que ce vecteur f de E1, on peut très bien le représenter matriciellement dans cette base. Mais là, dans notre petit exemple, on est en dimension 2, mais dans le cas général, bien sûr, on peut être en dimension n. Et puis autre chose, là, dans notre exemple, les coordonnées de f de E1 par rapport à E1' et E2', c'est 2 et 1,5. On les a rangées comme ça. Mais dans le cas général, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et donc ce qu'on dira, c'est qu'on a lambda 1 et lambda 2, par exemple, qui sont des nombres réels. Mais ce seront juste les coordonnées de f de E1 par rapport à E1' et E2'.
voyez, dans le cas général, f de E1, qui est un vecteur de grand F, eh ben, c'est un certain nombre de fois E1'. Tout à l'heure, on avait 2, mais ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Hein, donc, on met un lambda 1, parce que voilà, ça peut être n'importe quelle valeur, plus un certain nombre de fois E2', c'est-à-dire plus lambda 2 fois E2'. Tout à l'heure, on avait 1,5, mais ça peut être tout et n'importe quoi, encore une fois. Hein. Et donc, lambda 1 et lambda 2, ce sont les coordonnées de f de E1 par rapport à E1' et E2'. Et on range ces coordonnées en colonnes. C'est vraiment fondamental. On range et on recense les coordonnées de vecteurs systématiquement en colonnes. Et sur chaque ligne, vous allez lire la coordonnée correspondante au vecteur de la base de grand F. C'est-à-dire que là, c'est par rapport à E1', là, c'est par rapport à E2', etc. Et à la fin, on aura lambda n, parce qu'en fait, là, f de E1, ce sera un certain nombre de fois En', et donc on dira un lambda n. Et le truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, à cette étape-là de notre raisonnement, on se fiche éperdument et complètement du fait que f de E1 ce soit l'image par f de E1. Là, on oublie un petit peu tout ce qu'il y avait avant, même si c'est fondamental, hein, faut pas l'oublier, parce que c'est grâce à ça qu'on a bien nos vecteurs qui sont là, ok. Mais là, ce qui nous intéresse fondamentalement, ce sont ces vecteurs indépendamment de tout le reste. Parce que nous, ce qu'on veut et qu'on va faire, c'est justement déterminer les coordonnées de chacun de ces vecteurs dans une base de grand F, ici B'. Donc là, il ne faut surtout pas être perturbé par l'écriture de ces vecteurs et le fait qu'ici on ait des F. Ça veut simplement dire que ce sont des vecteurs qui sont l'image de d'autres vecteurs. Mais on s'en fiche. Il faut vraiment là les considérer comme de simples vecteurs de F, exactement comme tout à l'heure, on avait notre petit vecteur X de F, et ça, on a tout à fait l'habitude, il n'y a pas de problème. Donc nous, on va revenir dans notre cas général. Voilà, et on va commencer par notre premier vecteur, f de E1. Donc comme on l'a dit, on va décomposer f de E1 dans la base B'. C'est-à-dire que f de E1, c'est égal à un certain nombre de fois E1', lambda 1, c'est un nombre réel quelconque, ça peut être 2, 10, tout ce que vous voulez, plus un certain nombre de fois E2'. E2', c'est bien le deuxième vecteur de la base de grand F, ok. Donc lambda 2, exactement comme lambda 1, c'est un nombre réel quelconque, on s'en fiche, plus, etc., jusqu'à plus lambda n En', étant bien le dernier vecteur de la base B' de grand F, et lambda n, exactement comme tous les lambdas, c'est un nombre réel. Et donc bien sûr, lambda 1, lambda 2, etc., jusqu'à lambda n, ce sont les coordonnées de f de E1 dans la base B'. On a simplement généralisé ce qu'on a vu juste ici en dimension 2. Voilà, tout ça, ce sont toutes les coordonnées de f de E1 dans B'. Et comme on l'a dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger, on va recenser toutes ces coordonnées dans une matrice colonne. C'est-à-dire que f de 1 a certaines coordonnées, on va les ranger en colonne, ça va être une colonne de trucs. Et cette colonne, la voici, ce sont bien toutes les coordonnées de f de E1 par rapport à E1', par rapport à E2', etc. jusqu'à par rapport à En'. Et voilà, et donc cette matrice colonne, parce que c'est bien une matrice colonne, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous donne, ce sont les coordonnées de f de E1 dans la base B'. Alors bien sûr, il n'y aura pas les E1', E2' jusqu'à En', c'est à nous de comprendre, de connaître et de savoir notre cours pour nous dire, ah mais là, en fait, on a des nombres réels, et en fait, c'est la décomposition de f de E1 par rapport à E1', E2' jusqu'à En', si ça, c'est la base de grand F dans laquelle on travaille. Voilà, c'est juste ça. Mais le truc, c'est qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que ça, c'est juste pour f de E1. Mais on peut très bien faire la même chose pour f de E2, parce que f de E2, lui aussi, il est dans grand F. Et donc, comme il est dans grand F, on peut aussi le décomposer par rapport à E1', E2' jusqu'à En'. Ce sera exactement la même chose que pour f de E1, mais c'est juste qu'il aura d'autres coordonnées. Alors, juste avant, je recopie la représentation matricielle de f de E1 dans la base B', hein, c'est bien ça ce qu'on a. Et maintenant, on peut passer à f de E2, le deuxième vecteur qui nous intéresse tant, et qu'on a ici décomposé dans la base B'. Et là, au lieu de les appeler des lambdas, je les ai appelés des alpha. C'est-à-dire que f de E2, c'est un certain nombre de fois E1'. Ici, j'ai marqué alpha 1, c'est un nombre réel. Pareil, plus un certain nombre de fois E2'. J'ai marqué ici alpha 2, etc. jusqu'à alpha n. Et donc voilà, tous les alphas qui sont ici, ce sont bien les coordonnées de f de E2 dans la base B', pas de problème. Et donc, la représentation matricielle de f de E2 dans la base B', qu'est-ce que ça va être? Étant donné que f de E2, c'est un vecteur de grand F, ça va être un vecteur colonne qui recense ses coordonnées rangées dans l'ordre. Et donc, voilà ce que sera la représentation matricielle de f de E2 par rapport à E1', voilà, on a alpha 1, par rapport à E2', c'est alpha 2, etc. jusqu'à par rapport à En', c'est alpha n. Encore une fois, ce sont des nombres réels quelconques. Donc voilà, ça c'est la représentation matricielle de f de E2 dans B'. Mais le truc, c'est que nous, on va faire la même chose
pour tous les vecteurs qui sont ici, pour aussi f de E3, f de E4, etc. jusqu'à f de EP. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement recopier cette colonne en dessous de f de E2 pour qu'on l'ait bien en tête. Voilà, comme ceci. Et comme on disait, on va le faire pour tous les f de EI jusqu'à f de EP. Alors pour f de EP, on ne va pas refaire ce qu'on a fait précédemment, c'est exactement la même logique. Voilà, et ça, ce que ça veut dire, c'est que f de EP, c'est mu1 fois E1', plus mu2 fois E2', plus etc. jusqu'à plus mu-n fois En'. Cette matrice colonne recense les coordonnées de f de EP dans B'. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc là, si on fait ce travail de décomposition là pour f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP, eh ben on se rend compte qu'on tombe quand même sur P matrice colonne. Et bien là, ce qu'on va faire pour simplifier encore plus tout ça, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de les mettre les unes à côté des autres, là, nos matrices colonnes, on va toutes les réunir en une méga matrice. C'est-à-dire que là, ils sont côte à côte, nos pauvres petits vecteurs colonnes, on va les réunir et donc on enlève toutes ces barres. Voilà, on va enlever toutes les barres qui sont ici et on va créer une méga matrice à P colonne et N lignes. C'est ça ce qu'on va créer. On réunit simplement toutes ces matrices colonnes en une plus grosse matrice pour simplifier un petit peu l'écriture. Et ça, bingo, c'est la représentation matricielle de l'application linéaire f en prenant B une base de l'espace vectoriel de départ, E1, E2 jusqu'à EP, et en prenant B' une base de l'espace vectoriel d'arrivée, grand F. Alors je vais recopier cette matrice là-bas pour la détailler un petit peu. C'est ça la matrice sur laquelle on va tomber. Et là, ce qui peut nous interpeller, c'est quelle est la dimension de cette matrice. Pour ça, il faut bien se rappeler de ce que signifie cette matrice. Cette matrice, déjà, elle se lit en colonnes, chaque colonne représentant un f de E quelque chose. La première colonne, c'est f de 1, la deuxième, c'est f de 2, et la dernière, ce sera f de EP. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que cette méga matrice là, elle est composée nécessairement de P colonnes. Et ensuite, au niveau des lignes, nécessairement, on en a n, puisqu'à chaque fois, on a décomposé nos f de 1 jusqu'à f de EP par rapport à E1', E2', etc. jusqu'à En'. Pour bien visualiser la chose, j'ai rajouté les E1', E2' jusqu'à En' là en ligne, et donc on a bien n lignes. Et comme je vous le disais, cette matrice, c'est la représentation matricielle de l'application f qui part de E et qui atterrit dans f, mais bien évidemment avec des bases bien précises. Parce que d'abord, on a choisi cette base-là pour E, la base B, et on a choisi cette base B' pour grand F. Mais bien sûr, on aurait pu prendre n'importe quelle base pour grand E et n'importe quelle base pour grand F. Chaque espace vectoriel de dimension finie disposant d'une infinité de bases, comme on le sait. Donc cette matrice-là, comment est-ce qu'on la note? Comment est-ce qu'on la nomme? D'abord, on met un mat pour dire que c'est une matrice. Ensuite, on dit bien qu'il s'agit de la matrice de F, parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment. Mais ensuite, on va bien préciser quelle base est-ce qu'on a choisi? Parce qu'on a choisi B et B' quand même. Et B et B', ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là en indice du mat. Et alors là, ce qui semble logique, ce serait de mettre d'abord B et ensuite B'. Voilà, comme ça, pour bien dire que ça, c'est la base qu'on a considérée de l'espace vectoriel de départ. Ça, c'est avant, donc c'est à gauche. Et puis là, on a B' qui est la base qu'on a choisie pour l'espace vectoriel d'arrivée, une base de grand F. Ça semble parfaitement logique. À gauche, on a le départ, à droite, on a l'arrivée. Mais à y regarder de plus près, on peut faire un autre raisonnement. Il y a un autre argument qui est peut-être encore plus logique que celui-ci. Parce que nous, ce qui nous intéresse vraiment avec une matrice, c'est pas tellement les nombres qu'il y a à l'intérieur de la matrice, même si ça a son importance, évidemment, mais c'est surtout la dimension de cette matrice. Or, cette matrice, elle a n lignes et p colonnes. Et une matrice qui a n lignes et p colonnes, à quel ensemble est-ce qu'elle appartient? Eh bien, elle appartient à M, l'ensemble des matrices, à n lignes et p colonnes avec des coefficients réels, MNP de R. Et là, remarquez quelque chose de très intéressant, c'est que d'abord, l'indice qu'on met ici, c'est l'indice des lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes qu'il y a dans votre matrice. Et ensuite, P ici, ça indique le nombre de colonnes. Et cette matrice-là, il n'y a pas de problème, elle a bien n lignes et p colonnes, elle appartient donc à MNP de R. Et le truc, c'est que la convention veut que lorsque l'on note des matrices et qu'on indique le nombre de lignes et de colonnes qu'il y a à l'intérieur, eh bien on met d'abord les lignes et ensuite les colonnes. Or, ici, on a marqué matrice de F, base B, B'. En se disant encore une fois, ça c'est la base de l'espace vectoriel de départ et ça c'est la base de l'espace vectoriel d'arrivée. Oui, mais là, dans B, dans notre première base, on a P vecteur, logique, et là, dans B', on en a n. Vous voyez, dans B, vous avez bien P vecteur et dans B', vous en avez n. Et donc là, ça veut dire qu'au niveau des indices qui indiquent bien les bases, eh ben, on intervertit un petit peu l'ordre des lignes et des colonnes au profit de la logique de dire, voilà, à gauche, vous avez une base de l'espace vectoriel de départ et à droite d'arrivée. Mais du coup, au niveau de la dimension de la matrice, c'est-à-dire le nombre de lignes et de colonnes, ça fait un petit peu non-sens vis-à-vis de la convention. Parce que nous, si jamais on veut respecter cette logique-là, et là, au niveau des indices, on aimerait d'abord avoir
la matrice qui contient un nombre de vecteurs égal au nombre de lignes qu'il y a dans la matrice, et à droite, la base qui contient un nombre de vecteurs égal au nombre de colonnes de la matrice. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir B et B'. Voilà, et donc du coup, conventionnellement, ça c'est bien la matrice de F dans les bases B' et B. Avec B' une base de l'espace vectoriel d'arrivée, ok, et B une base de l'espace vectoriel de départ. Donc ça semble un petit peu contre-intuitif de mettre d'abord B' et ensuite B, mais encore une fois, c'est pour bien correspondre au niveau des dimensions de la matrice. Parce que dans B', vous avez bien n vecteurs, voilà, et dans B, vous en avez P. Et voilà. Et comme cette matrice est bien de dimension NP, pas de problème, la logique des dimensions est conservée. En tout cas, c'est comme ça qu'on construit et qu'on lit n'importe quelle matrice. N'importe quelle matrice d'une application linéaire se lit en colonnes, systématiquement, et se décompose au niveau des lignes par rapport au vecteur de la base de l'espace vectoriel d'arrivée. Cette matrice recense des coordonnées de f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de EP par rapport à B'. Voilà.